31 mars, à l'âge de 24 ans, je me suis questionné sur l'utilité de vivre. À force d'avoir la main lourde, comme on dit, j'ai droit qu'à la souffrance et à la perdition. Ce 31 mars, cela fait déjà 48 heures que je suis au lit, incrusté dans le matelas. Imaginez une chambre dans la pénombre totale, car le moindre rayon de lumière m'agresse. Incapable de me traîner jusqu'au frigo, trop faible pour aller me réchauffer un plat dans le micro-ondes. Les sueurs froides m'inquiètent. J'ai le cœur qui lâche. Les idées noires m'envahissent. Bientôt 10 ans maintenant que je ne vis plus, je survis. Ma vie n'est en fait que de blackouts successifs, j'attrape mon portable pour retrouver trace de ce que j'ai pu faire. J'ai si peur de me confronter à la réalité. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire encore? J'apprends que les personnes présentes à la soirée ont agité une canette de bière devant mes yeux pour m'attirer jusqu'à mon lit. L'image peu reluisante de l'âne et de sa carotte. Il n'y a plus que l'alcool qui me fait mettre un pied devant l'autre. Définitivement, l'alcool dicte ma vie. C'est là que j'entends la porte d'entrée claquer. Qui sait? J'avale mécaniquement un Xanax pour affronter la situation. Ça apaisera aussi ma gueule de bois. Je vois la poignée de ma chambre se tourner et apparaît un visage lumineux, celui de ma maman. Elle s'assied au pied de mon lit, nos regards se croisent, elle sait. Et là, d'une voix calme, elle lâche une phrase dont je me souviendrai toute ma vie. Baptiste, as-tu songé aux alcooliques anonymes? Flashback. Il y a 20 ans, à Londres, je suis bien loin d'y penser aux alcooliques anonymes. J'ai eu une enfance tellement heureuse. Je suis l'aîné d'une famille de 5 garçons, dont un frère jumeau. Et tous les matins, après un bon bol de porridge, je fonçais dans mon petit uniforme et j'allais m'installer au fond du bus scolaire qui venait jusqu'au pas de la porte. Dans le système éducatif anglais, nos emplois du temps étaient personnalisés. Donc qu'on soit bon en maths, en physique, théâtre, poterie, tout était adapté. Moi, je me suis naturellement tourné vers le sport, le foot dont je suis passionné. En Angleterre, j'étais valorisé pour qui j'étais. Je pouvais exprimer toute mon unicité. Mais maman a aussi voulu qu'on ait une éducation à la française. Alors pour ma 6e, on est rentré en France. J'ai vécu cette rupture comme un arrachement à mon monde idéal. Je me suis retrouvé sur un banc, à écouter le professeur sur son estrade, et l'on attendait de moi à ce que je rentre dans le moule. Des premiers signes d'alerte sont arrivés, les premières manifestations de mon profil anxieux et hypersensible. J'ai vécu mes premières crises d'angoisse à l'âge de 12 ans, mes premières insomnies. Je suis même tombé gravement malade, j'ai été atteint d'une pneumonie qui m'a écarté des cours pendant 8 mois. Mes poumons ont été attaqués, signe que j'étouffais. Manifestation physique d'un mal-être psychologique, mais à l'époque je n'ai pas les mots pour exprimer cette souffrance. Alors, je me suis tu. Et puis, parler de ses émotions, c'était faire aveu de faiblesse. Alors j'ai suivi comme un bon petit soldat. Tout allait changer lorsque j'ai rencontré l'alcool. Cette première rencontre s'est faite à l'âge de 14 ans. J'étais dans la rue, avant une soirée, et un pote me tend une bouteille de rosé. J'avais ce désir d'appartenir à ce groupe. C'est vrai que mon hypersensibilité s'exprime aussi par un fort désir d'être aimé, d'être reconnu. J'ai dit oui. J'ai dit oui à cette première gorgée et instantanément, l'angoisse s'est volatilisée. On peut dire que j'ai commencé à boire comme tout le monde, mais j'ignorais que mes cellules n'étaient pas celles de tout le monde. Mon cerveau d'addict ritualise énormément les choses. Alors si je passe ma première soirée sous alcool et qu'elle se déroule bien, bien j'ai envie de reproduire ce schéma inlassablement. Le binge drinking est devenu un art de vivre. Le before, un passage incontournable.
La véritable question, c'est pourquoi je bois. Pour les effets, bien sûr, parce que le goût, honnêtement. L'alcool m'a apporté tellement de choses positives au début. Je retrouvais des émotions enfantines oubliées. Je me sentais libre, loin de la pression scolaire et familiale. Avec un verre à la main, je me sentais viril, immortel, prêt à croquer la vie à pleines dents. Je pouvais être drôle. Je masquais mon hypersensibilité. Je comblais mon manque de confiance en moi. Allez, un dernier petit shot pour aller oser parler à cette fille qui est à l'autre bout du bar. Je suis devenu un autre, un super Baptiste, doté de plein de super pouvoirs, mais qui finalement est à l'opposé de ma véritable nature, pudique, introverti, peur du regard de l'autre. Un super Baptiste capable de dire des phrases comme « La pression, je ne la subis pas, je la bois ». Dans mes années lycée, je considérais qu'il existait deux catégories de personnes dans la vie. Ceux qui profitent des bonnes choses, les buveurs d'alcool, et ceux qui sont ternes et tristes, les buveurs d'eau. Ah bon, tu bois pas, mais t'es malade? Comment tu fais la fête? Tu dois carrément t'ennuyer, non? Je méprisais ceux qui ne voulaient pas faire la fête selon mes règles. Et je repense à la phrase de ma maman, as-tu songé aux alcooliques anonymes? À 19 ans, j'aurais bien aimé qu'on me dise que l'alcool ne détend pas, il anesthésie. À 19 ans, je reçois un appel de papa qui me dit « Je pars faire un jogging, je reviens pour le dîner ». 1 heure plus tard, je reçois un nouvel appel de papa, je décroche, et c'est pas lui au bout du fil, c'est un autre homme qui me dit « Vous êtes le dernier numéro composé, venez vite, il y a eu un problème ». Alors j'attrape maman, qui était dans sa chambre, et l'on se dirige vers le lieu indiqué, et là je découvre mon papa, sur le dos, sur le bitume, intubé, le SAMU en train de lui faire des massages cardiaques. C'est bien la première fois que j'ai vu mon papa dans un état si fragile, si humain. Les secours sont arrivés trop tard, j'ai perdu mon papa du jour au lendemain alors qu'il était en pleine santé. Il avait 44 ans. J'ai bu pour 3 raisons. La première, c'est qu'à 19 ans, je n'ai aucune conscience de ce que c'est la mort. Pour moi, papa est parti en vacances et il va revenir après la fin de l'été. Alors je reste dans mes mécaniques habituelles. La deuxième, bien évidemment, je bois pour m'empêcher de ressentir, pour m'empêcher de me confronter à la réalité, pour m'empêcher de faire mon deuil. Et la troisième, c'est que lui, plus là, lui qui représente la figure autoritaire de la famille, lui qui impose les règles à la maison, eh bien je peux enfin m'adonner à mon Dieu qui est l'alcool. As-tu songé aux alcooliques anonymes? Mais pourquoi est-ce que j'aurais pensé aux alcooliques anonymes? Je ne peux pas être un alcoolique. À 20 ans, j'aurais bien aimé qu'on me dise que l'alcoolisme ne discrimine absolument personne, et encore moins les jeunes. Mais c'est vrai, comment concevoir ce terme alcoolique? Un mot si lourd en représentation négative. Parce que pour moi, je suis jeune, je profite de la vie, je fais la fête. Tiens, il est 11 heures du mat. Ah, c'est bien l'heure de l'apéro quelque part dans le monde. À 20 ans, quand je visualise ce terme, je vois quelqu'un de fragile, un faible, sans volonté, quelqu'un de violent. Je vois un homme qui doit prendre sa flash de whisky tous les matins pour supprimer les tremblements. Je vois un sans-abri qui est au coin de la rue, ou une femme qui néglige ses enfants. L'alcoolisme, c'est pour les vieux cons. Certainement pas pour moi. Moi, je m'arrête quand je veux. Moi, je gère. J'aurais bien aimé qu'on me dise que l'alcoolisme est une maladie et pas un manque de volonté. À 22 ans, mes amis, ma famille commencent à me faire des reproches. Alors un soir, j'ai essayé de me contrôler. J'y suis arrivé le temps du before, mais arrivé en boîte, mes promesses se sont rétamées au sol.
Dans la pénombre de la boîte, mes potes ne sont plus là pour me surveiller, alors je fais des allers-retours entre le bar et les enceintes. Encore aujourd'hui, je me demande, et si je n'avais bu que du jus d'orange? Quand je bois, je vis dans un monde de bisounours, un monde naïf. Tiens, un homme m'offre un whisky coca. Oh, de l'alcool gratuit. Mais c'est le Saint Graal. Il n'y a pas de meilleur cadeau que tu puisses me faire. Suite à ce verre, je perds le total contrôle de mon corps. Il me ramène chez lui et il me viole. Je savais qu'un enfant pouvait se faire violer par un homme. Je savais qu'une femme, sous l'action de la violence, pouvait se faire violer par un homme. J'ignorais qu'un homme, hétérosexuel, pouvait se faire agresser par un autre homme. Alors, j'aurais tant aimé qu'on me dise que je peux être une victime parce que je suis bourré. Il m'a choisi parce que je suis bourré. Je suis tombé dans une profonde dépression, je suis allé consulter un psychiatre qui m'a prescrit des antidépresseurs, sans jamais qu'on évoque ensemble ma consommation d'alcool. L'alcool est un dépresseur, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il nourrit les angoisses, il favorise les états dépressiogènes. Alors si je mélange alcool et médicaments, cocktail explosif, j'ai fini par boire en cachette, je mentais. La honte et la culpabilité me rongeaient. Je buvais quand même. Seul. Je me suis senti si seul. Alors, alcool festif, alcool mondain, pour moi, l'alcool est un lien social qui a fini par m'isoler. Je reviens à ce fameux 31 mars. À 24 ans, maman pousse la porte de ma chambre. Et pour la première fois, elle me voit telle que je suis. Elle ne me juge pas, elle ne me fait pas de leçons de morale, elle admet enfin que son fils est malade et qu'il a besoin d'aide. Sa phrase, c'est certainement sa façon à elle de me dire qu'elle veut que je vive. Et moi, ai-je le droit de m'autoriser à vivre? Boire ou ne pas boire, ça revient à choisir entre la mort et la mort. Soit je bois et j'en meurs, soit j'arrête et l'on me retire la seule béquille qui me fait vivre. Micheline Clodon, une addictologue, me dit un jour, l'addiction est une maladie du lien qui se soigne par le lien. C'est le lien maternel qui a été ma bouée de sauvetage. L'amour, cette énergie qui terrasse la mort, m'a sauvé. On parle souvent du fameux déclic comme si du jour au lendemain on se réveillait et on avait tout compris. En fait, c'est une succession de toutes petites prises de conscience qui amènent à une décision finale. Le déclic est un processus où l'on finit par accepter de l'aide. J'admets ne plus pouvoir tout faire tout seul. Et je fais taire mon orgueil maladif. La chose la plus courageuse au monde, finalement, c'est d'oser regarder ses vulnérabilités en face. Entre l'eau de vie et la vie, j'ai choisi. Mes 3 premiers mois d'abstinence, je les ai vécus dans un brouillard, comme la traversée d'une petite mort. En gueule de bois, comme si j'avais bu, mais pas une seule goutte d'alcool dans le sang. Et puis un jour, je suis sorti de la maison, j'ai levé les yeux et j'ai vu un grand ciel bleu. Pas même une trace d'avion dans le ciel, signe d'une absence d'obstacles. Je suis allé me promener dans un parc, ça sentait l'odeur de l'herbe coupée. Je me suis assis sur un banc et c'était rugueux sous ma paume. Quand j'ai décidé d'arrêter d'anesthésier mes souffrances, j'ai pris conscience que j'anesthésiais aussi mes joies. C'est donc ça le bonheur que j'ai touché du doigt sur mon banc, parce que si c'est ça, j'en veux encore. Et je vous le promets, vivre sobre, ce n'est pas mourir d'ennui. Aux alcooliques anonymes, j'ai pris conscience que je n'étais pas seul, que je n'étais pas un échec, que je n'étais pas indigne. J'ai surtout pris conscience que l'alcool m'avait menti.
L'alcool m'a promis d'être heureux. J'ai terminé dépressif. L'alcool m'a promis de me donner du courage. J'ai eu peur de tout. L'alcool m'a promis d'être une récompense. J'ai eu droit à la souffrance. L'alcool m'a promis de me donner confiance en moi. J'ai perdu toute estime de moi. L'alcool m'a promis d'être libre. Je suis devenu son esclave. C'est l'abstinence qui m'offre tout ce que l'alcool me promettait. La reconstruction n'est pas linéaire. J'attendais une pilule magique, mais non. Je débarque dans le corps d'un mec de 24 ans censé pouvoir parler, réfléchir, avoir des certitudes. Est-ce que je préfère la mer ou la montagne, la viande ou le poisson, les brunes ou les blondes? Je ne sais rien. C'est terrifiant. Tout est à reconstruire. Est-ce que l'abstinence allait régler tous mes problèmes? Ce qui est certain, c'est que j'ai dû me rencontrer véritablement, sans masque. J'ai osé le faire grâce à une rencontre. Judith Lossman, fondatrice de la littérothérapie, thérapie par l'écriture, et qui est aujourd'hui la co-autrice de mon histoire. L'écriture m'a sauvé la vie. Et Judith m'a autorisé à être plus doux avec moi-même dans ce monde régi par le perfectionnisme, la performance, la data. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains, imparfaits, dotés d'émotions. J'ai accepté mon hypersensibilité. Avec un peu plus d'amour-propre, on a moins de raisons de se détruire. Pour définitivement éradiquer la dépression, j'ai dû trouver sens à ma vie. Je suis abstinent depuis plus de 7 ans et je suis un patient expert en addictologie. J'accompagne des personnes qui souffrent d'addiction. Je transforme mes expériences douloureuses comme outils pour les autres. Et ainsi, je remplis mon vide intérieur autrement que par l'alcool. L'alcoolisme n'a pas détruit ma vie, il l'a réorientée. Parce que mon alcoolisme a été le prix à payer pour accepter de vivre avec moi-même. Et vous, qu'est-ce qui va réorienter votre vie? Merci.